Alors, messieurs, le repêchage de la LNH qui s'en vient, on commence à parler vraiment de plus en plus de ça. C'est dans un mois et demi. Puis dans les prochaines semaines, on va regarder avec beaucoup plus d'attention là, les espoirs en vue du repêchage. Messieurs, le premier choix appartient aux Sharks de San Jose. Puis Marc-Antoine, ça semble être un choix clair. Est-ce qu'on va avoir une surprise de ce côté-là? Non, pas de surprise. Il y a des joueurs qui ont quand même des défauts. Lui, il n'y a pas vraiment de défauts apparents. Je veux dire, il n'y a pas une liste qui ne l'a pas premier. Donc, je vois vraiment pas comment Celebrini ne serait pas repêché premier. En plus, je pense que c'était son souhait vu que son père travaille, je pense, dans l'État de la Californie ou je pense qu'il est dans le milieu du baseball ou du football. Donc, comme une situation vraiment intéressante de ce côté-là. Un centre qui va être bon dans les deux sens de patinoire, bon producteur de points, probablement entre 90 et 100 points. Je trouve qu'il y a une espèce de mélange entre peut-être un Jonathan Toews puis peut-être aussi un Elias Pettersson. Donc, le côté défensif de Toews. Bon dans le fond de territoire comme Toews, autant offensivement que défensivement, et les habilités de marqueur naturel et bon pointeur comme Elias Pettersson. Julien, veux-tu renchérir là-dessus? Non. Alors, en plus, il y a un format intéressant aussi. Il est déjà rendu, il est 6 pieds 190 livres déjà. Il peut peut-être prendre un autre pouce, là, à 6 pieds 1, 200 livres, mettons, là, dans son prime. C'est quand même un format intéressant. Là, il y a tout. Patin, tir, vision du jeu, sens défensif. Vraiment, c'est un package deal. Globalement, il peut avoir autant d'impact que Bédard, mais différent. T'sais. Mais c'est un no-brainer. Puis bravo aux Sharks. Faut-il encore bien l'entourer? Absolument, absolument. C'est les prochaines années qui vont dicter ça. Le deuxième choix, ça devient drôlement intéressant parce qu'on a les Blackhawks qui ont déjà Connor Bedard, qui veulent bien l'entourer. Est-ce qu'on va chercher un attaquant de premier trio qui va devenir un attaquant de premier trio ou bien est-ce qu'on va chercher un défenseur dans le but d'avoir quelque chose pour construire l'équipe en avant et en arrière? Les gars, je vous laisse y aller là-dessus. Je vais y aller avec toi, Julien, en premier cette fois-ci. Ben, c'est sûr que, en tout cas, dans pas mal de listes que j'ai vues, c'est soit Levchunov, Demidov. Bon, là, il y a Silalev qui vient un peu là-dedans, mais que là, c'est tout d'un coup, là, c'est plus récent, là, disons, qu'il est, mettons, deuxième ou troisième, là, mais moi, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans l'organigramme des Blackhawks. Je pense pas qu'il y a tant de mauvais choix dans ces trois-là. Mais je suis allé avec Lev Shunov. C'est lui qui est resté le plus longtemps top 3 là, dans l'historique, là, disons, des drafts de tout le monde. C'est un stud. Là, c'est un défenseur qui est bon en transition, qui est physique, 6 pieds 2, 200 livres déjà. Puis aussi, ben, ce qui est le fun de lui, c'est qu'il est droitier. Puis là, c'est ça, j'essaie un peu de voir, évidemment, les Blackhawks ont besoin d'à peu près tout. Mais là, je me suis dit deuxième, ils ont déjà un gars de peu talent. Est-ce qu'on va chercher un Demidov qui est aussi pas trop gros puis qui est peu talent? Versus des défenseurs droitiers, ils n'en ont juste pas dans leur système. Il y a Vlasic qui ont signé qui est gaucher, ils ont Korchinski qui est gaucher. Donc, je me suis dit, des défenseurs droitiers, disons, des qualités de Levchunov, c'est quand même assez rare. Puis justement, c'est un repêchage qui en a quand même quelques-uns. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec lui. Mais, honnêtement, il pourrait prendre des Bidov, ça serait correct aussi. Là. Je suis un peu allé selon leurs besoins parce que pour moi, après Celebrini, il y a comme peut-être deux gars qui peuvent s'interchanger entre Demidov et Levchunov. Puis après ça, tu as comme un autre bracket de genre 7-8 choix qui peuvent aussi s'interchanger. Donc, je suis allé avec le défenseur droitier mobile, bon en transition, physique, qui a un c'est un genre de stud, là, un right backer, de quoi de genre. Donc, je suis allé avec lui pour eux. Moi, je pense que c'est ce qu'il y aurait le plus de besoin, puis ils vont avoir d'autres occasions dans des prochains drafts là, de repêcher des attaquants. Premièrement, ils vont repêcher le top 5 pendant les 2 autres prochaines années. Puis, il y a des drafts là, qui ont un peu plus de profondeur à l'attaque dans les 5 premiers choix. Donc, c'est pour ça que moi, j'irais personnellement avec Levchunov pour eux. Mais je suis pas là. Absolument. Marc-Antoine, de ton côté, est-ce qu'on y va avec un choix différent?
Ben moi, j'allais dire, je suis quand même d'accord sur l'aspect qu'ils ont besoin de tout. Ils n'ont pas de défenseur droitier d'impact dans leur alignement. Mais en même temps, comme on le disait, ils ont à peu près rien. Moi, j'aime beaucoup Lardis, Oliver Moore, je pense qu'il peut être très bon. Je pense aussi que Nazar peut être pas pire, mais ça reste aussi des petits joueurs. Mais j'ai comme l'impression qu'ils vont y aller avec le meilleur disponible quand même. Moi, Levchunov, j'ajouterais, tu sais, moi, je l'ai regardé là, à peu près une dizaine de matchs complets, puis je comprends pas qu'on parle pas plus de ses bourdes défensives puis de son désir de quitter sa zone de manière beaucoup trop hâtive. Sans être un gars avec un potentiel offensif à tout casser. Je le trouve moins bon défensivement que Reinbacker, je le trouve moins bon que Boehm, je le trouve moins bon que Dickinson, et tout le monde en parle comme vraiment un grand défenseur parce que je vois vraiment un joueur brut. Oui, c'est un super patineur, ça, personne ne peut y enlever, c'est un patineur puissant. Il y a un lancer où il n'y a pas besoin de reculer la rondelle. Là, je veux dire, juste un mouvement des poignets, la rondelle va au filet. Il est capable de frapper, il coupe bien sa patinoire, il lève des bâtons, mais des fois, tu le regardes aller et tu fais « Oh mon Dieu, ce Levchunov-là me fait peur, moi, personnellement. » Ça pourrait être un top pairing, mais j'ai comme un feeling que c'est pas impossible que ce soit un top 4 non plus. Et honnêtement, si j'avais le choix entre Reinbacker et Levchunov, j'hésiterais et je prendrais probablement Reinbacker, moi, personnellement, parce que j'aime un gars qui est bon défensivement puis qui a peut-être de l'attaque versus un gars qui n'est pas une star offensivement, mais qui ne sera pas non plus une star, selon moi, défensivement. Lui, il va vraiment falloir qu'il soit bien encadré parce que des fois, honnêtement, j'ai l'impression qu'il laisse son cerveau à sa case. Là. Et je connais une personne qui m'a dit qu'il y a un recruteur de la Ligue nationale qui l'a dans son top 15 et non pas son top 3. Donc, tu vois qu'il y a je pense que la majorité à 90%, ils l'ont dans leur top 5, mais je pense qu'il y a quand même du monde qui trouve qu'il fait un peu trop de bourre défensivement et que le hockey IQ n'est pas assez élevé pour ce type de sélection-là. Donc, moi, j'ai été peut-être que Silaïev pourrait être un bon choix, surtout que Silaïev joue à droite et à gauche. Et je pense qu'il y a du monde qui le voit aussi gros que Chara là, en termes d'impact dans la Ligue nationale. C'est pas mon opinion à moi, je pense qu'il y a des gens qui voient ça. Mais je suis obligé d'y aller avec Demidov parce que selon moi, il y a une démarcation qui est trop grande entre Levchunov et Silaïev versus un Demidov. C'est sûr que la MHL me fait peur, mais c'est un gros 5 pieds 11. Tu sais, Catton, il y a 1 pouce de différence, mais tu as l'impression que Demidov est quasiment 2 fois plus gros. Les habilités, honnêtement, si Demidov joue avec Bédard, aïe, 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 ça va vraiment être quelque chose à voir aller. Et je pense qu'ils nous ont montré qu'ils n'ont pas peur qu'il soit petit. Ils n'ont pas peur non plus d'y aller avec ce qu'ils pensent, eux, être le meilleur joueur disponible. Donc, j'ai été avec Demidov. Mais si Silaïev sort dans le top 4, c'est parce que 5, c'est Montréal, Canadien risque de se retrouver avec un Lidstrom ou très fort probablement un Demidov là, au 5e rang. Donc, si jamais vous n'aimez pas Silaïev, on peut se croiser les doigts de ce côté-là. Absolument, absolument. Je vais poursuivre avec toi, Marc-Antoine, justement, parce que tu nous as parlé de Levchunov dans ton explication. Tu le places quand même au 3e rang là, avec les Ducks d'Anaheim. Oui, c'est un mock draft, tu sais, puis je pense que Levchunov, moi, c'est soit Lidstrom ou Levchunov pour les Ducks, nous a habitués Pat Verbeek à les aimer gros, les aimer méchants. Et je pense que le système de développement des Ducks est fait aussi pour un gars comme Levchunov. Des fois, on pourrait refaire un mock draft avec où le joueur a été repêché. C'est tellement une mauvaise situation pour lui. Moi, je préférais Fantilli à Carlson, mais Carlson était avec Anaheim et Fantilli était avec Columbus. Et là, si j'avais à faire un redraft, donne-moi Carlson parce que justement, je pense qu'il est à une meilleure place pour se développer. Il y a une 40 selon moi à droite. Et si Levchunov joue avec Mintyukov, et que Luno peut jouer avec un Zellweger, par exemple, ou un Hines, et ensuite on tombe avec peut-être un Jackson Lacombe sur une troisième paire, peut-être un Warren aussi, donc ils ont beaucoup de défenseurs, mais je ne sais pas s'ils ont des top pairings à part Mintyukov. Je pense que ce serait une super addition, surtout si on est capable de renforcer son jeu défensif, sachant que ce n'est pas une vedette offensivement. Et ça, moi, sur ma liste à date, il est dans mon top 5, Levchunov, parce que je suis obligé d'y aller avec le potentiel. Il n'y a pas 1000 gars qui sont capables de faire ce que Levchunov fait. Donc, pour moi, ça crie le Ducks d'Anaheim au 3e rang pour eux. Absolument. Puis de ton côté, Julien, tu as déjà pris Levchunov. Donc, qui est-ce qui s'en va à Anaheim, selon toi? Ben moi, je suis allé avec Demidov parce que justement, il y a un surplus de défenseurs puis il y a un surplus aussi de bonhommes qui sont peut-être un peu plus lents, mais plus physiques. Puis je pense qu'il manque, parce que là, ils ont Trevor Zegras, mais je ne suis pas convaincu qu'il va rester là une tonne de temps. Puis j'ai l'impression justement qu'un Demidov viendrait amener quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement. Puis, comme Marc a dit, c'est quand même un gars qui n'hésite pas à aller vers le filet, prendre des retours.
c'est quand même un gars qui va aller se saler le nez, là, même si c'est pas nécessairement le plus gros. Il va peut-être finir à 6 pieds, 190 livres. Ça reste quand même un 16 qui est correct, qui est dans la moyenne. Mais justement, moi, je trouve qu'il manque de ça, là, de talent pur, là, à part Zegras. Mais Zegras, il y a des mains, il y a une vision offensive, il y a des tirs, mais l'effort n'est pas là. Il ne sait pas jouer la game sur 200 pieds. Puis même offensivement, des fois, j'ai l'impression qu'il cherche trop toujours à tout faire ou le jeu parfait. Je trouve qu'il manque un peu de. Mais il ne joue pas en équipe. Je trouve que Zegras, il manque de jeu d'équipe complètement. Puis je ne suis pas convaincu qu'il va rester là longtemps. Là. C'est pas le genre de joueur nécessairement que justement l'organisation va tolérer bien longtemps, surtout qu'ils sont en reconstruction, puis tu veux du monde qui joue de la bonne façon. Donc, peut-être qu'un Demidov, justement, ça pourrait être un gars au cas où que notre gars de talent parte, qui pourrait faire partie du futur noyau. C'est sûr que, bon, Demidov, oui, il est talentueux, il a des statistiques incroyables, mais ça reste quand même une ligue dans laquelle il joue que, c'est quand même difficile à évaluer. Donc, j'aime mieux attendre. Mais oui, pour moi, Demidov, il est clairement top 3, là, sûr. Puis, étant donné que, justement, Blackhawks, je leur ai mis un défenseur droitier, ben Demidov, je pense pas qu'il peut descendre bien plus que ça. Honnêtement, là, je peux pas croire qu'il pourrait descendre jusqu'au Canadien. C'est à peu près impossible, t'sais. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu par défaut troisième. Puis, je vais tout de suite enchaîner avec mon quatrième qui est notre gros défenseur Silaev, que lui aussi, je pense pas qu'il peut bien descendre plus. Et là, j'ai lu là, à plein de places que Columbus est complètement en amour avec ce défenseur-là, mais qu'il ne serait pas au 16 qu'il a, puis il y a quand même un patin quand même assez impressionnant par rapport à la grosseur qu'il a. Défenseur droitier, aussi à défense, c'est bizarre parce qu'il y a quand même des bons jeunes défenseurs. Provorov, il n'est pas si vieux, mais Provorov, des fois, c'est ça. C'est un petit peu à questionner dans sa zone. Bon, ils ont Bogvist qui n'a jamais vraiment donné ce qu'il fallait. Il y a eu beaucoup de blessures. Fait que, à la défense, je regarde l'organigramme. Ils ont Jiricek, je pense. Aussi. Ouais. Mais non, ça pourrait être vraiment une bonne prise. Puis, en tout cas, j'ai assez lu que vraiment Columbus le voulait, que je l'ai mis là parce que c'est sûr que c'est disponible, c'est sûr qu'ils le prennent. C'est même pas une question. Puis bon, là, par rapport à ce que j'ai mis avant, ben, il était encore disponible. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais je pense que m'a marqué. Tu l'avais-tu quatrième, toi aussi? Dans mon mock, pas dans mon mock. Okay. Non, mais c'est parce que je trouvais qu'ils se sont menottés volontairement eux-mêmes avec Werenski, Provorov, Severson. Il y a Matejchuk qui s'en vient, puis ils ont Jiricek aussi. Fait que là, je me dis, tabarouette, t'as quand même 5 défenseurs qui peuvent jouer dans la Ligue nationale. Tandis qu'au centre, Boone Jenner est là, puis Fantilli, puis c'est à peu près ça. Puis encore là, tu sais, moi, c'est pour ça que je suis un peu mal pris. J'ai comme l'impression que ça se peut quasiment pas Lindstrom. Après ça, s'ils vont vraiment avec leur meilleur disponible, puis eux, ils le voient gros, comme Chara, ben ça se déplace peut-être un Werenski en se disant qu'il vaut peut-être énormément pour une équipe, ou ils vont Provorov, c'est pas bougeable, selon moi. Severson, pas vraiment. Peut-être que, justement, Jiricek, ils sont pas en amour. Il a fait un peu du up and down là, avec les Monsters de Cleveland et, justement, les Blue Jackets. Et le plus difficile à prédire, c'est que chaque directeur général est le même, peu importe où il va. En tout cas, ça, c'est vraiment ma théorie. Et si c'est Bergevin qui se mêle au club, c'est lui qui a le poste, c'est à peu près impossible que Lindstrom parte pas, selon moi. Mais là, ça, c'est encore de la spéculation. J'ai vu que ça traînait aujourd'hui, que potentiellement Bergevin serait le directeur général des Blue Jackets. Moi, ça ferait bien mon affaire que Silaev parte. Pas parce que je ne crois pas à lui, mais c'est juste que je trouve que c'est tellement vaste, les défenseurs de 6 pieds 7, qu'est-ce qui peut se passer. Pour ceux qui ont un peu une mémoire d'éléphant, il y avait un certain Jared Cowan qui était sélectionné 6e par Ottawa, qui n'était pas un grand producteur de points, mais qui bougeait bien pour un gars de sa grandeur. Tu sais, c'est quoi, ça va être quoi, Silaev? Ça va être
Tyler Myers ou Edman et Chara? Ça va être, je sais pas moi, Schuster? Est-ce que ça va être justement Cowan? Est-ce que ça va être... Je trouve que c'est fou, là. Chara, c'est un Hall of Famer. Edman est un Hall of Famer. Puis de l'autre côté, qui se pitcherait sur un Tyler Myers à moins d'être à la date limite des transactions puis que tu réussis à patenter quelque chose avec son contrat? D'après moi, Silaïev, il va être entre Chara, qui n'était pas un immense producteur de points comme Edman, et entre Tyler Myers, qui est un gars bien ordinaire selon moi, qui serait techniquement un top 6, mais qui joue des minutes de top 4. Je pense que c'est à peu près ça. Peut-être même un Zadorov, mais il bouge mieux qu'un Zadorov, mais il n'y a pas la présence d'un Zadorov. Donc, c'est très difficile. En plus, la KHL, il a fait la majeure partie de ses points dans le premier mois et il a joué pas loin de 60 matchs. Donc, moi, ça ferait bien mon affaire qu'il parte avant parce que je pense que le Canadien, on le sait, là, en ordre, c'est Celebrini qui ne sera pas là. Demidov, peut-être proche avec Lindstrom, on n'est pas certain. Puis après ça, on embarque dans une autre catégorie qui est les Higgin, le Seneca, etc. Donc, moi, ça ferait bien mon affaire, mais j'ai comme un feeling qu'ils vont vouloir remplir leur ligne de centre. Puis d'après moi, tu as une bonne ligne de centre si tu as Fantilli et ensuite Lindstrom. Absolument, absolument. Puis ça nous amène justement au choix du Canadien, les gars. Premièrement, on va y aller avec toi, Julien, cette fois-ci. Qu'est-ce que le Canadien va faire au 5e rang? Là, je suis allé un peu avec mon cœur, je pense. Mais en même temps, je suis allé aussi avec ma tête. Bon, Lidstrom, il y a eu une explosion de saveur. Il a été blessé. On le sait. Des problèmes de dos, on dit que c'est en lien avec sa croissance. Ça se peut. Puis, bon, là, en série, ça a été 4 matchs, 2 points en 4 parties. Moi, l'affaire qui me gosse de ce gars-là, c'est que il a des attributs incroyables. Puis Junior, ça lui donne un gros avantage, mais c'est pas le gars qui a le meilleur hockey IQ. Puis ça, c'est une qualité pour moi qui est supra importante, surtout au rang où le Canadien va. Là, on a parlé de Demidov, je pense pas qu'il va être là. Seneki, je trouve ça un petit peu tôt, étant donné que c'est récent. Seneki, il a eu 18 en janvier, donc au draft, il va avoir 18 ans et demi. Là, si je compare, mettons, un TJ Guilna, que lui, il n'a même pas encore 18. Fait que j'étais avec TJ Guilna, finalement. Je le sais que c'est pas... son plafond, il n'est pas si haut que ça. OK? Ça, je suis au courant. Mais son plancher, il est très haut, par exemple. Ce gars-là, c'est un joueur de hockey, déjà. Moi je le regarde, puis lui, il joue, ça ressemble beaucoup à son père. Va au filet, gagne ses batailles sur le long de la rampe. Il a une bonne compréhension de la game, sait comment jouer quand, est responsable dans sa zone, puis il a un bon tir. C'est vraiment un joueur de hockey. Avec lui, c'est le gars safe, c'est le gars qui vient d'une famille de hockey. Je dis pas qu'il va être aussi bon que mettons, Brady Kachuk, là, mais quand on a repêché Kotkaniemi, on a voulu pogner un centre, puis peut-être un coup de circuit. Puis on est passé à côté du choix qui était plus safe, qui était Kachuk. Ben, je trouve que c'est un peu la même chose cette année. Je sais que dans la plupart des listes, il est 7, 8, 9, 10. OK? Puis même 8, 11, 8 à 11 à peu près. Mais, pour moi, c'est... Je regarde, dans le futur, dans les séries, puis je pense qu'on est plus safe avec ce gars-là que, mettons, un Catton, puis Lidstrom, ça dépend justement son hockey IQ, là, comment ça va avec le temps, mais c'est pas une de ses principales forces, disons. Puis aussi, Tige, il a fait une grosse différence dans les séries. C'était vraiment un joueur incroyable. Il a été bon aussi au championnat. Il a été super bon. Donc, dans les moments importants, il est là, il est clutch. Pour moi, c'est vraiment le gars safe à prendre. On parle de 47 buts en 64 matchs, 84 points. Il y a 17 ans encore. Il est 6 pieds, 185 livres. Il va peut-être se rendre à 6 et 1, 6 et 2. À peu près comme son père. Probablement 190, 200 livres.
15 points dans les séries, 9 buts en 11 matchs. Donc, c'est ça. Moi, c'est juste le package deal, tu sais. Je pense que son plafond c'est 80 points. Là. Ça ne sera jamais un gars de 90, je pense pas. Je suis autour de 60, 70. Top 6. Pas nécessairement premier trio. Mais tu veux ce gars-là dans une équipe en série. Tu veux... Il joue de la bonne manière. C'est vraiment... Je sais pas. C'est le gars le plus safe, je pense, qu'on peut prendre au 5e rang. Puis je pense qu'on a pogné un coup de circuit il y a 2 ans avec Slavkovski. On l'a eu, notre coup de circuit. L'année passée, on a pogné un safe, un très bon défenseur top 4. Je regarde l'organigramme du Canadien, là, puis je pense que lui cadrerait vraiment super bien avec l'équipe. Mais plutôt qu'un Lidstrom. Pour moi, Lidstrom, tu prends une petite chance, même s'il y a plus de chances qu'il devienne un très, très bon joueur que pas. Il y a quand même un petit point d'interrogation que j'ai aucunement avec Iginla, même si son plafond est un petit peu plus bas, peut-être. Absolument. Puis Marc-Antoine, de ton côté, qu'est-ce qui se passe au 5e rang, là? Moi, au 5e rang, je me suis amusé un peu parce que j'ai une mentalité un peu de système qui peut être très bon, mais en même temps qui peut me jouer des tours. Moi, c'est trop pour moi, Iginla 5. Pas qu'il n'est pas bon. Je pense que quand on va refaire un repêchage, il va peut-être être dans ces eaux-là, le 5, 6, 7, 8. Mais c'est sûr que quand tu regardes les saisons des gars, je peux pas m'empêcher de le mettre un peu plus bas. Puis je pense qu'il y a quelques équipes qui sont en amour, mais la majorité ne l'aurait pas à 5. Là, j'ai essayé quelque chose. Je me suis dit, selon moi, à 5, l'idéal, puis ce ne sera pas le choix du Canadien, mais ce serait Ziv Bouyum. Donc, je me suis amusé à dire, il y aurait une transaction possible entre le Canadien et les... Je me suis amusé, c'est pour le fun qu'on fait ça. Là. Entre le Canadien et les Flames. Et je verrais vraiment les Flames prendre le 5e choix et ne même pas y aller avec Iginla, mais d'y aller avec Ziv Bouyum. Je vais expliquer vite pourquoi Ziv Bouyum. Moi, je le trouvais habile. J'avais vu 4 matchs en première moitié, puis je fais des universités correctes. Moi, je l'avais vu au USNTDP, vu que c'était un late. Il était bien correct. Et je trouvais qu'il bougeait bien. Je trouvais que c'était une carte cachée top 20. Puis finalement, il est devenu pas mal plus que ça. Et Ziv Bouyum, pour ceux qui ne savent pas, son entraîneur, c'est David Carl, le gars qui a été l'entraîneur-chef au World Juniors. Et eux, le Denver University, donc l'université où Ziv Bouyum est allé, il y a une saison où il a battu à peu près tous les records là, de Denver University. C'est un gars de 50 points en 41 ou 42 matchs. J'avais ma fiche qui était juste à côté de moi. En tout cas, peu importe. Il y a 50 points en 42 matchs. Exactement. Et c'est un gars qui, pour ceux qui ne savent pas, jouait plus de 30 minutes par match dans les 4 matchs du Championship NCAA. Donc, au Frozen Four, il a joué la 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Il a joué 30 minutes et plus. Il y a seulement 3 buts qui ont été accordés par Denver University en 4 matchs. Et Ziv Bouyum jouait la moitié des minutes. C'est un gars que son frère mesure, Shai Bouyum, qui est un choix de Détroit, qui mesure 6 pieds 4. Lui, il est à 6 pieds, 6 pieds 1. Je ne sais pas encore. Moi, j'attends les mesures du Combine. Ça va aussi m'aider à faire ce choix-là. C'est un gars qui bouge extrêmement bien la rondelle. C'est un gars qui... C'est une expression anglaise, mais scanner. S'il y a quelqu'un qui rejette la rondelle, il va regarder alentour de lui, prendre l'information et 90% du temps, il prend la bonne décision. Il joue par contre avec un bâton d'attaquant. Je suis à peu près sûr qu'il le coupe au menton. Là, c'est un petit bâton, donc c'est plus difficile peut-être pour aller récupérer des rondelles. Mais il est extrêmement bon pour placer son bâton, lever des bâtons, sortir le monde qu'on appelle box-out. Écoute, je pense que c'est un choix safe avec un plafond offensif vraiment intéressant. Il me fait beaucoup penser à Morgan Riley quand il jouait pour les Warriors de Moose Jaw. Et je pense que si les Flames vont chercher un gars comme ça dans une transaction, je pense que ça pourrait vraiment faire leur affaire parce que d'après moi, le Canadien peut aimer Iginla, mais il se poserait peut-être la question à reculer et peut-être même que Iginla serait là. Et moi, je n'enlève pas cette supposition-là. Moi, Bouyum, plus je le regardais, puis plus j'en revenais pas, j'ai regardé 2 fois la demi-finale et la finale, et ce gars-là était brûlé, puis il trouvait le moyen de faire des jeux à haute intensité et des jeux safe, mais que peu de joueurs sont capables d'exécuter avec autant de rigueur. Et moi, c'est Craig Button qui donnait ce conseil-là. Regardez l'utilisation des entraîneurs de leurs joueurs. Si le gars joue 25-30 minutes par match, il est dans toutes les situations, puis qu'il n'y a pas de but quand il est sur la glace, puis qu'il y a juste des bonnes choses qui se passent, c'est absolument un bon point de référence pour repêcher un gars. Et je verrais les Flames aller chercher ce gars-là, qui ferait probablement crier beaucoup de partisans, parce qu'il y a Iginla. Mais des fois, je me pose la question avec Iginla. Je l'adore. Là. Moi, j'ai été un des premiers à en parler sur le podcast. Puis moi, je le vois top 10, ce gars-là. Et je sais qu'il est Elite Prospect le 6e. Je sais que Craig Button va l'avoir top 5.
Et donc, c'est pas un mauvais choix, mais des fois, ça me fatigue un peu tout le temps, les fameux gènes, tu sais. Jared Stahl n'a pas joué dans la Ligue nationale, là, tu sais. Donc, si son nom, c'était Frankie Smith, est-ce qu'on en parlerait autant? Je le sais pas, mais ça reste, selon moi, un bon choix, là. C'est pas pour... Quand je dis ça, c'est qu'il y a des joueurs que je préfère. C'est jamais au détriment. Il n'y a pas de loser, là, pas de mauvais joueurs dans le top 16. Là. Écoute, j'ai joué contre des gars midget 3, puis j'en revenais pas de leur talent. Imagine c'est quoi la Ligue nationale, top 10, top 15, top 20. C'est sensationnel. Donc, voilà. Je verrais peut-être une transaction là, si jamais le choix du Canadien ne sort pas. Donc, 5e, une transaction et Calgary irait chercher Yves Bouillon. Absolument. Donc, ça, ce serait les noms là, que vous avez sortis jusqu'à maintenant. Bon, pour Marc-Antoine, ça serait un logo des Flames à cet endroit-là. On verrait évidemment. Ça serait toute une soirée si un scénario comme ça arrivait. Puis sinon, pour les choix 6 à 10, ben là, le 6e choix appartient à la formation du Utah, les gars. Marc-Antoine, qui est-ce que tu as pour le Utah? Je serai pas long. Utah, qui est anciennement l'Arizona, on le sait, ils les aiment gros et souvent même, depuis un certain temps, russes. Donc, si Silaev glisse à l'extérieur du top 5, je pense que la mentalité des équipes va être « aïe, 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 quel coup de circuit pour l'Arizona d'aller chercher un gars comme Silaev qui se grefferait très fort probablement, qui se grefferait en fait très bien à un alignement avec, par exemple, justement, un Simachev, un Lamoureux. Tu sais, t'as pas de gars en bas de 6 pieds 4, c'est tous des bons patineurs. Fait que je verrai un scénario un peu comme ça. Je pense aussi que les équipes, en général, vont privilégier les défenseurs. Donc, c'est pour ça que j'ai Silaev. Encore une fois, ce n'est pas mon choix. C'est, selon moi, le choix que l'Arizona va faire. Absolument, absolument. Puis, Julien, de ton côté, tu y vas aussi avec un défenseur gaucher. Ouais, là, j'ai sorti Dickinson. C'est le gars, il a tous les attributs que tu veux. Puis encore une fois, tu sais, il y a des points d'interrogation comme à tous les défenseurs quasiment de ce draft-là, là, mais je pense que Dickinson, c'est quand même un choix safe. Puis un défenseur droitier à 6 pieds 3, cette mobilité-là, qui est quand même un upside offensif. Je pense que ce serait un bon fit pour l'Arizona, l'Utah, qui a quand même pas une banque incroyable de défenseurs. Il y a Lamoureux là, qui est là mais en ce moment, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont allés chercher Dorsey, qui a eu une super de bonne saison, puis même l'année passée, d'ailleurs, je n'ai jamais compris cet échange-là. Mais à l'attaque, je trouve qu'ils sont quand même... ils ont quand même du stock intéressant. Puis c'est un draft de défenseurs, puis moi, je trouvais que Dickinson, c'était un prototype très intéressant pour cette équipe-là, qui pourrait super bien compléter justement une future brigade défensive en Utah. Absolument. Puis parlant de Dickinson, Marc-Antoine, toi, tu le vois au 7e rang du côté des sénateurs d'Ottawa. Moi, il est exactement, tu vas voir le médecin puis il te prescrit quelque chose puis c'est exactement ce que tu as besoin. Bon, ça, c'est le médecin qui a prescrit ça pour les sénateurs, selon Dickinson. Il manque de leadership, de caractère et ils peuvent pas se permettre de manquer leur shot avec leurs défenseurs. Par exemple, Perek est un choix très risqué et un choix que ça va être long à développer. Dickinson, il reste une année à London puis il s'en va directement à Ottawa aider les sénateurs, selon moi. C'est peut-être la valeur la plus sûre, selon moi, Dickinson. Défensivement, moi, je le trouve super. C'est un gars qui joue du 25 minutes, il a 17 ans, il est né en juin. J'ai jamais vu ça chez les frères Hunter, surutiliser un défenseur aussi jeune. Je pense qu'il y a une garnotte. Je pense que une autre année à London, ça va être le party, il va avoir une lettre sur son chandail et il est capable de s'adapter à tous les systèmes. Parce que ceux qui ne savent pas, London fait un système hybride de man-to-man mélangé avec de la défensive de zone. Donc, il est capable de jouer de la zone, il est capable de jouer du man-to-man, il est bon à lever des bâtons. Il y a une seule affaire qui me tape ses nerfs parce que Dickinson, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut que où je l'ai en ce moment et il est très haut sur ma liste, c'est il ne frappe pas. Il utilise son physique, mais il ne frappe pas. S'il fallait que ce gars-là se mette à geler du monde, ça serait là mon choix préféré probablement du repêchage parce que c'est une valeur ultra sûre. Malheureusement, il est plus dans le Hanifin que peut-être, je dis n'importe quoi, là, c'est vraiment ça qui manque, c'est qu'il ne frappe pas. J'aimerais ça des fois, une fois de temps en temps, une mise en échec à la Trouba ou à la Dion Phaneuf à l'époque. Là, un gars qui fait peur par sa présence, mais des fois, là, il est vraiment frileux à frapper un joueur. Donc moi, c'est mon seul bémol, la seule chose que j'aimerais qu'il ajoute, parce qu'il est agressif pour récupération de rondelles. Quand il est temps de frapper,
il devient plus comme un chaton un peu. Là. Donc, ça, c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale, il va jouer longtemps dans la Ligue nationale. Je vois un gars qui va jouer à peu près 1000 matchs, il va avoir une lettre sur son chandail. Puis, c'est pas un choix sexy, mais c'est un choix sûr. Et je pense que c'est ce que les Sénateurs ont besoin. Absolument, absolument. Puis Julien, du côté des Sens, où est-ce qu'on s'en va? Ben, j'ai mis Catton parce que je peux pas croire qu'il va reculer tant que ça. C'est un peu par défaut. Je trouve qu'Ottawa ont plus de besoin de défenseurs, mais là, avec déjà tout ce que j'ai mis moi dans mon mock draft, là, Catton, à un moment donné, il faut qu'il sorte. Là. C'est ça, c'est une machine à produire des points, il a une vision incroyable, il est quand même compétitif. On parle beaucoup de son physique, là, c'est vrai qu'il est frêle, mais ça, c'est des choses quand même, je trouve, qui se travaillent. Ça me fait pas si peur que ça. Il est sur beaucoup de listes, il est top 5. Moi, je l'ai sorti un peu là, à cause de son physique, justement. Puis peut-être son jeu défensif aussi là, qui était amélioré, mais ça reste quand même que ce gars-là, il y a des bonnes chances d'être un attaquant minimum top 6 là, qui va produire beaucoup de points. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à ce rang-là. Je me suis dit, Ottawa, rendu 7, il est encore là, ils vont le prendre. Là, mais ça se peut qu'ils prennent aussi un autre défenseur que moi, j'ai mis plus loin. Mais c'est ça. Mais oui, effectivement, là, logiquement, il faudrait qu'ils prennent un défenseur, mais ils vont juste y aller avec celui que je pense qui est le meilleur disponible. Le rendu là, de toute manière, ils peuvent transiger. S'ils trouvent justement qu'il y a de l'argent qui peut-être ils peuvent changer, je sais pas, moi, un Pinto qui a une super de bonne valeur qui est bon contre un autre joueur, mais je sais que Pinto est bien apprécié, ou même peut-être un Studiva qui pourrait changer, on ne sait pas, contre un défenseur élite. Une transaction hockey. Donc, mais je suis allé avec Catton. Et donc, tu places Catton juste avant Lindstrom, finalement. Eh oui, parce que lui aussi, je peux pas croire qu'il va continuer à reculer de même. Donc, c'est un peu ça, là, ma mentalité. Là, je suis allé un peu à comme ils peuvent pas se ramasser plus loin que ça là, avec ce qui est disponible. Puis Seattle, j'adore ça. Ils ont Ben Ayers, il y a Wright qui est un peu sur le tard, puis là, tu auras un gros bonhomme là, qui viendrait compléter ça. Là, ça serait superbe. Eux aussi, encore là, ils pourraient avoir besoin éventuellement de jeunes défenseurs, mais là, rendu à ce rang-là, s'il est encore disponible, mais William, ça pourrait être un choix, moi, que je verrais dans ces eaux-là aussi. Peut-être Seattle, s'il est encore disponible, pourrait le prendre. Je ne l'ai pas mis top 10, mais j'aurais pu le mettre top 10. Là, je suis allé avec ce qu'on voit depuis longtemps dans les listes, mais ça se peut qu'un William, justement, soit à Ottawa ou à Seattle, là, ça ne m'étonnerait pas du tout non plus. Ouais. Puis parlant de défenseurs très productifs, Marc-Antoine, du côté de Seattle, on y va pour ça. Ouais, je vais expliquer mon processus. C'est qu'ils font des drôles de choix, Seattle. Le Kraken, si on y pense vite, là, Oscar Fisker-Molgaard, Lucas Dragicevic, Caden Price, Jagger Firkus, c'est tout le temps Rekoff, Chalet. C'est tout le temps des choix que tu fais. Et là, j'aurais pas pris ce gars-là, moi. Et moi, Perek, je trouve que c'est exactement ce qu'ils font comme choix. Productif au niveau junior, avec beaucoup de points d'interrogation, puis on va aller le ramasser, puis nous, on va le développer. Et c'est pas rare que Ron Francis se trompe au repêchage. Et je pense que Perek était un de mes préférés en deuxième moitié de saison. En début de saison, c'était pas mon préféré. En deuxième moitié, c'est devenu un de mes préférés. Puis en série, il y a 2 matchs que c'est... Je le dis pas pour faire un spectacle, là, c'est parmi les 2 pires performances défensives que j'ai vues de ma vie. Pas capable de sortir la rondelle, des punitions parce qu'il est en retard sur le jeu, donc il va plonger. À chaque fois qu'il y a un 2 contre 1 ou un 3 contre 2, il plongeait. Pas capable de lever des bâtons, pas capable de sortir le monde devant le filet, pas capable d'être premier sur la rondelle. C'était vraiment, là, puis pas capable d'imposer son jeu offensivement. Fait que là, tu fais, tabarouette, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais une saison record au niveau des points. 33 buts, 96 points. Et ils ont tendance à aimer des défenseurs qui bougent la rondelle. J'ai comme un feeling que, tu sais, je regarde ça puis je me dis, c'est comme un peu Vince Dunn. Vince Dunn est bon défensivement, c'est pas ça que je veux dire. Mais des défenseurs qui bougent la rondelle. Dragicevic va bouger la rondelle, Caden Price va bouger la rondelle, Perek va bouger la rondelle, Dunn est là, Larson. Et je vois tellement ce gars-là dans un uniforme du Kraken
être un producteur de points un peu moins bon défensivement. Et je trouve ça plate parce que j'ai de la difficulté à voir le développement dans le bon chemin là, s'il va à Seattle. Mais j'ai un pressentiment qui s'en va là. Puis rendu là, il n'y en a pas 1000 des défenseurs là, qui restent, mettons, dans l'idée qu'on se fait d'un défenseur là, première paire potentiel. Et je les vois faire cette sélection-là. Là. Absolument, absolument. Puis donc, si on va juste rapper le segment avec les choix qu'on voit sur le tableau. Donc, Julien qui a mis Yakemchuk au 9e rang, Marc-Antoine 10e, donc encore là, très serré. Puis Marc-Antoine, t'as le Canadien qui repêcherait à ce moment-là 9e, qui repêcherait TJ Ginda. Donc, finalement, le même choix que Julien, mais juste un petit peu plus bas là, dans la liste. Ouais, je vais faire vite. Je trouve que ce serait idéal. Là. À 9, tu as Higgin pour le Canadien, c'est spectaculaire, c'est idéal. Ça va être un gars qui a, comme on le mentionnait, un bon plafond. Je trouve qu'il y a une foulée un peu courte, mais un peu, contrairement à Seneca, qui par moment manque de tonus, est un peu à l'air mou à cause justement de la poussée de croissance extraordinaire qu'il a connue. Lui, au contraire, quand il envoie une rondelle quelque part, tu sais que c'est là qu'il voulait l'envoyer. Donc, il est très vif dans ses jeux et il a trouvé une manière d'être très, comme on dit en anglais, clutch, Higgin-là. Donc, moi, je trouverais que dans l'idée qu'on se fait de la culture à Montréal, ce serait vraiment idéal. Puis, je peux y aller tout de suite, vite avec Yakemchuk. C'est un gars qui, ça me fait rire parce que, tu sais, il a joué au Saddle Dome, pour ceux qui ne savent pas. Donc, lui, dans le fond, l'équipe pour laquelle il joue, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, à Calgary, c'est le Hitmen de Calgary. Ouais, les Hitmen de Calgary, ils jouent au Saddle Dome. Donc, il joue la moitié de la saison au Saddle Dome. Donc, il y aurait quelque chose de... Le gros défenseur, ils ont tellement besoin de tout Calgary, puis ils veulent faire une réinitialisation et non pas justement repartir là, vraiment une reconstruction. Et je pense que Yakemchuk, autant qu'il est très brut, je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait quand même, comme Jules le mentionnait, fonctionner. Mais moi, je le voyais plus avec les Devils parce que justement, il n'y aura pas la pression. Il va être derrière un Emerge du côté droit. Dougie Hamilton, qui peut être un défenseur qui ne joue pas de la même manière, mais des gros défenseurs avec un potentiel offensif. Moi, Yakemchuk, honnêtement, ça me dérange qu'il n'ait pas été en série parce que je pense que c'est un joueur de série. 30 buts, bon, son année 18 ans vu qu'il est là, mais tabarouette qu'il n'est pas parfait défensivement, mais le package au niveau des habilités, au niveau des capables de frapper, de sortir les gars de devant le filet, agressif comme pas un, c'est vraiment la définition d'un gars de série s'il peut gommer les erreurs défensives qu'il fait. Donc, je verrais là, justement dans le top 10. Là, je trouve qu'il y a Yakemchuk, là, il n'y en a pas beaucoup à 6 pieds 3 qui ont le talent qu'il a. Et d'ailleurs, c'est un choix de 3e ronde au repêchage Bantam de la WHL. Donc, on voit qu'il y a quand même une courbe là, d'apprentissage qui a été vraiment rapide. Surtout que le seul gars avec qui il produisait, c'était Sean Schegel, un choix des Ducks. Et Sean Schegel a été changé à date limite. Donc, il faisait juste ses points avec des gars de 5 pieds 9, 5 pieds 10 qui joueront jamais dans la Ligue nationale. Là, donc, tu sais, Oliver Talk, c'est pas un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. Donc, d'être capable de produire autant, d'avoir voulu être un facteur autant. Écoute, il jouait du 30 minutes, il était brûlé, surtout que c'est pas un gars qui a un gros coup de patin. Là. D'ailleurs, c'est un de ses problèmes. Là. C'est très difficile pour lui d'avoir un bon gap en étant bon offensivement et en n'ayant pas un coup de patin qui l'avantage. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le top 10 mock draft de cette édition du 14 mai. Absolument. Ben, merci beaucoup, Marc-Antoine. On va avoir l'occasion de s'en reparler beaucoup. Julien, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ben c'est ça. Je trouve qu'il l'a bien décrit, tu sais. Puis moi, il me fait penser dans ses qualités et défauts un peu à Logan Mailloux. Tu sais, il a une shot, il va à l'attaque, il aime ça le jeu physique, il plaque, il est gros. Mais tu sais, coup de patin, ben Logan Mailloux a un petit peu meilleur coup de patin quand même. Mais tu sais, défensivement, c'est prise de décision, puis où vais-je, que fis-je, c'est plus difficile. Mais dans le cas de Mailloux, ce qui m'encourage, puis moi je l'avais mis Calgary parce qu'il vient de là. Puis tu sais, il n'y a pas tout le monde qui veut jouer là. Fait que je me dis, je vais prendre un gars du coin, il va peut-être vouloir jouer chez eux. Mais dans le cas puis j'ai mis Parek pour New Jersey, un peu pour certaines raisons que je pense pas qu'il peut quand même pas tant reculer que ça, étant donné qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, tu sais. Mais ça va être à voir. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va en refaire un probablement, comme l'année passée, un petit pot, puis il y a peut-être des affaires qui vont changer d'ici là.